qu'un gouvernement se forme normalement avec la formation politique majoritaire dans un pays. Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement et par conséquent, je voudrais dire qu'on ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. Et la seule référence du socle PASTEF dans un discours ne confère pas légitimité du parti PASTEF. Je voudrais rappeler que les circonstances dans lesquelles cette installation se tient m'amènent à clarifier ces questions. Malgré ce raté, malgré ce faux départ par rapport à la nomination du Premier ministre, PASTEF, qui est la formation politique, et c'est inédit dans les annales politiques de ce pays et peut-être du monde, qui est la formation politique à la fois majoritaire dans l'opposition et au pouvoir, reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée. Les peuples ne jugent pas seulement les hommes politiques sur leur victoire, ils les jugent surtout sur leur capacité à demeurer fidèles à leurs principes lorsque le pouvoir devient inconfortable. Car il existe une question plus importante que celle de savoir qui gouverne. Cette question est: au nom de quoi gouverne-t-on? Depuis plusieurs mois, notre pays a vu émerger des divergences profondes au sommet de l'État. Elles ont été décrites comme des rivalités personnelles, des conflits d'ambition ou des luttes d'influence. Je ne souhaite pas nourrir cette lecture réductrice. Ce qui est en jeu dépasse des individus. Ce qui est en jeu, c'est le rapport entre la morale et la politique. Je veux rassurer que je n'utiliserai pas cette responsabilité pour organiser le chaos institutionnel. Je n'utiliserai pas, et aucun député avec moi, je n'utiliserai pas cette assemblée pour nourrir des vendettas personnels. Ce serait trahir notre propre combat. Mais je le dis avec la même clarté, l'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. Elle exercera pleinement ses prérogatives constitutionnelles de vote des lois, de contrôle de l'action du gouvernement et d'évaluation des politiques publiques. Elle défendra la transparence des finances publiques, la reddition des comptes et la souveraineté populaire. Mais tout aussi ferme de tous les leviers de contre-pouvoir constitués selon la gravité des faits et des circonstances. De fragilité de nos finances publiques, moi je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir meilleur profil que M. Al-Amin Lo. Parce que tout simplement c'est quelqu'un qui a eu quand même la chance d'avoir une trajectoire très solide sur le plan bancaire et surtout en termes de stratégie de mobilisation de ressources financières. Comme vous le savez, aujourd'hui le Sénégal est dans une dynamique de dégager des stratégies, de mobiliser des ressources endogènes et des ressources même externes pour pouvoir déjà, en tout cas, explorer des niches en termes d'investissement. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, on doit régler la problématique relative au chômage des jeunes. Aujourd'hui, on doit développer l'agro-industrie à travers les agropoles. Aujourd'hui, en principe, on doit explorer des niches sur le numérique. Et tout ça, aujourd'hui, pour le faire, pour le réaliser, on a besoin de ressources financières. Et aujourd'hui, comme vous le savez, comme tous les Sénégalais le savent, M. Al-Amin Lo est quelqu'un qui a une expérience bancaire très solide. C'est quelqu'un qui a une expérience très solide en gestion, en tout cas, de portefeuille.
C'est quelqu'un aussi qui a fréquenté la Banque centrale, qui comprend un peu comment la collecte de ressources financières, en tout cas, se passe. Quel est le mode opératoire aujourd'hui au niveau de la sous-région, à travers le monde? Comment le Sénégal pourrait mettre en place des partenariats publics-privés? Comment le Sénégal pourrait collaborer avec les institutions financières sous-régionales, internationales, pour financer notre économie? En tout cas, à mon humble avis, on ne peut pas avoir meilleur profil que Al-Amin Lo, qui est un profil taillé sur mesure par rapport aux besoins du moment, par rapport aux besoins pressants des Sénégalais. Nous, d'un Premier ministre beaucoup plus politique, puisque n'oublions pas que le président Bassirou Diomaye Faye a été choisi sur la base d'un programme. Tu vois, et le programme piloté par le PASTEF. Et nous avons déjà un programme, tu vois, de redressement économique et social en place. Est-ce que le nouveau Premier ministre choisi par le président Bassirou Diomaye Faye va faire dans la continuité du Premier ministre Ousmane Sonko, qui, quoi qu'on dise, faisait un excellent travail, ou bien est-ce qu'il va faire une rupture totale et se dévier du projet? Moi, c'est ça là mon inquiétude. Mon inquiétude, c'est que le programme pour lequel a été élu le président Bassirou Diomaye Faye, le plan de redressement qui avait commencé, quand même, quoi qu'on dise, à donner ses résultats, ne soit mis à l'arrêt. Et que de nouvelles orientations, vraiment, soient menées. Moi, c'est ça là mon objectif. Monsieur Al-Amin Lo est un technocrate. Nous ne doutons pas de ses connaissances en matière économique. Mais, quelquefois, je me dis que le Premier ministre, quand même, il doit exécuter un programme politique. Maintenant, quel programme exécutera-t-il? Est-ce que c'est le programme du PASTEF à travers le plan Sénégal 2050? Ou bien est-ce qu'il y aura un rétropédalage et que, voilà, il prendra une autre direction? Moi, en tout cas, ça aurait été moi. Donc, je crois que le président Bassirou Diomaye Faye aurait, selon moi, dû prendre un pur produit de PASTEF pour conduire le programme auquel le parti a été mis au pouvoir. Moi, c'est mon avis principal. Maintenant, attendons de voir comment vont réagir les députés de PASTEF. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'est un homme assez neutre. Hein. Il n'est pas quelqu'un de Diomaye président, mais bon, en tout cas, moi, je donne ma langue au chat. Donc, franchement, je ne sais pas dans quelle direction il ira. mooy crise am ñuy joxe avantage di ko yokk amul benn modèle économique état entreprise bu ko mën fekkee amoo kenn koo xam mi ngi nekk sa ginnaaw di la dooleel. Nous sommes en période de crise, certes, mais Dangote Siman tient bon. Nous ne sommes pas épargnés. Cependant, nous ne cessons de chercher les voies et moyens d'améliorer les conditions sociales de nos travailleurs. Notre président, directeur général, pouvait évoquer cette crise économique pour faire fi de l'aspect social de nos employés, mais il ne l'a pas fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est la bonne marche de l'entreprise et de l'épanouissement des travailleurs. Dangote a une vision d'ici à 2030. C'est pourquoi notre président, directeur général, a très tôt pensé à créer une raffinerie. Comme quoi, il avait anticipé sur les crises que nous vivons comme celle du Proche et Moyen-Orient, car les signaux d'une hausse des prix des hydrocarbures sont perceptibles. Heureusement, Dangote, à travers son président directeur général, a pris les devants, tout en préservant les emplois. Améliorer conditions yi li ñuy def ni yépp du ñun suñu coobare kese c'est parce que si ginnaaw ñoom dañ see d'accord dafa ne entreprise yi lépp li nga xamante ne mu ngi koy gagné si dëkk bi nañu fexe ba waa dëkk bi gis si seen bopp. On peut dire que c'est une satisfaction globale partagée dans la mesure où que ça soit au niveau du contenu local, on sent que l'entreprise a fait de très bons efforts. D'abord, on a constaté que l'entreprise a commencé par ce qu'on appelle 38 expatriés à ses débuts. Il a pu tout réduire jusqu'à n'avoir que 8. Donc ça, c'est un bond en avant par rapport au contenu local. Mais aussi, toujours dans le contenu local, on voit que l'entreprise privilégie, en tout cas les entreprises locales environnantes, par rapport, en tout cas, aux différents marchés qu'il octroie. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Mais aussi, on a réellement pu constater que tout ce qui se passe pratiquement au sein de l'entreprise est fait de façon inclusive. Donc rien que ça, c'est satisfaisant. Mis à part ça aussi, qui dit cimenterie dit pollution à outrance.
Mais on a pu voir ici à Dangote que de très gros moyens ont été déployés pour lutter contre la pollution, pour lutter contre l'émission CO2, à travers donc effectivement des convoyeurs fermés, n'est-ce pas, à travers donc un arrosage assez spécifique particulière qu'on a aussi constaté au niveau du sol, mais aussi à travers de beaucoup de mécanismes et de projets qui sont en train de réaliser, toujours dans le sens de mieux perfectionner en tout cas la production de ciment, allant dans le sens davantage de lutter contre la pollution, contre donc les effets néfastes sur l'environnement. Mais aussi, on a une satisfaction dans la mesure où on a pu voir une entreprise en tout cas qui fait son mieux dans ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociétale. On a pu entendre par nous-mêmes les concernés, à savoir les chefs de village, en tout cas parler, s'exprimer, en tout cas dire leur contentement, dire par eux-mêmes les réalisations, en tout cas extraordinaires que l'entreprise a pu faire à l'endroit des communautés, à savoir des écoles. Le président de la coalition Publiez ce que vous payez dresse un bilan jugé positif de ces 6 années à la tête de l'organisation, notamment avec l'installation de nouvelles antennes régionales. Le Sénégal est en train de prendre de l'ampleur. Les découvertes pétrolières, gazières et minières sont en train de prendre de l'ampleur. Et dans toutes les régions où on a découvert des ressources extractives, nous avons installé une antenne régionale pour permettre aux communautés qui vivent les externalités négatives des industries extractives et qui attendent des retombées positives de l'exploitation des ressources naturelles, que ces communautés-là puissent tirer profit de ces ressources-là. C'est pourquoi nous avons décidé d'installer des antennes régionales composées de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble de l'écosystème des acteurs au niveau local. Selon le président de la coalition, l'adhésion du Sénégal aux normes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractive constitue également une avancée majeure. Au moment où nous prenions les rênes de la coalition Publiez ce que vous payez, la nouvelle équipe a trouvé une coalition qui pouvait certes surfer sur une certaine crédibilité laissée par nos devanciers qui ont réussi à mener un plaidoyer qui a permis à l'État du Sénégal d'adhérer à la norme ITIE. C'est quelque chose qui est extraordinaire parce que n'eût été l'adhésion du Sénégal à l'ITIE, on n'aurait pas, la société civile sénégalaise en général, n'aurait pas pu avoir la latitude de challenger le gouvernement. Le nouveau bureau entend désormais se tourner vers les perspectives avec comme principal défi l'accompagnement des communautés affectées par le secteur extractif ainsi que les questions environnementales. La vente est au beau fixe. Au moment où je vous parle, les prix sont fixés à 3500 francs CFA. Mais actuellement, les prix varient entre 5000 et 4000 francs CFA. Mais il y a une autre qualité dont le prix s'élève à 5000 francs CFA. La plupart des pays achètent de l'oignon au marché de Potou. Les magasins sont pleins et on utilise uniquement l'oignon qu'on expose au soleil. L'État doit nous aider en augmentant les magasins de stockage. Il faut qu'on possède des chambres froides parce qu'on fait beaucoup de stockage et c'est difficile de vendre tous ces produits. Parfois, on garde 2000 à 3000 sacs et si on ne peut pas vendre ces produits, on risque d'écouler les 1000 sacs. Le reste risque de pourrir. Et les frais pour obtenir ces sacs sont énormes. Pour faciliter notre travail, il faut que l'État du Sénégal puisse nous aider. Aujourd'hui, nous sommes là pour lancer la première phase de financement des projets du 8e cycle du FEM. Il s'agit de 30 projets financés sur l'ensemble du pays, mais dont une priorité a été accordée à la moyenne vallée du delta du fleuve Sénégal. Donc, pour rappel, lors du 7e cycle de FEM, c'est la zone du Niokolo qui était la zone prioritaire. Quand on dit zone prioritaire, ça veut dire que l'essentiel des projets vont être orientés dans cette zone pour que la massification des résultats des projets puisse avoir l'impact sur l'environnement. Donc, pour le 8e cycle,
c'est la moyenne vallée du delta du fleuve Sénégal, qui abrite 14 parmi les 30 projets que nous avons financés. Et c'est ça qui explique que Matam accueille donc cette cérémonie pour lancer officiellement le démarrage des activités des 30 projets. La recommandation, c'est que c'est les communautés qui ont identifié leurs besoins et ont écrit leurs projets. Ça veut dire qu'ils ont les capacités pour mettre en œuvre ces projets. Puisque le financement vient par tranche, ils ont reçu 50% et le virement de la deuxième tranche dépendra des résultats de la première tranche. Il faut qu'ils fassent des efforts pour travailler, pour dépenser, pour réaliser. C'est une subvention, c'est des fonds qui sont alloués gratuitement aux communautés. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans chaque projet, le comité national de pilotage vérifie si ce projet vraiment est conforme aux besoins aussi de la localité. Est-ce qu'au niveau des politiques locales, au niveau des services déconcentrés, au niveau des mairies et autres, est-ce que le projet soumis, au terme, le maire pourra dire par exemple, ça c'était un besoin, votre projet a contribué. Le service technique, les eaux et forêts, les parcs, l'agriculture, si à la fin du projet, il pourra dire, ça aussi c'était une préoccupation du gouvernement au niveau local, le projet a contribué. Faire l'extension du réseau eau potable à Dar Rahman. Aujourd'hui, j'étais là pour lancer les travaux. Ça a pris du temps pour arriver à ça, parce qu'il fallait faire une étude, savoir quelles sont les populations qui n'en ont pas, quelles sont les zones qui ont besoin d'extension, quelles sont les zones qui ont besoin uniquement de branchement. Nous sommes arrivés au bout du processus, nous avons choisi une entreprise, nous avons signé, tout a été fait de façon régulière. Maintenant, nous comptons démarrer les travaux en ce qui concerne l'accès à l'eau potable à Dar Rahman. Les populations l'ont dit. On a démarré par l'assainissement. Mais il y a un quartier. Il y a 3 quartiers essentiellement à Dar Rahman. Un quartier qui n'en a pas encore. On s'est embarqué sur l'éclairage. Il y a encore un quartier qui n'a pas. Mais on les a dit que sur la question de l'eau potable, il n'est pas possible d'avoir des compromis sur ça. L'eau, c'est la vie. Sans eau, rien n'est possible. C'est pourquoi on a insisté sur le volet eau. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous allons démarrer l'extension du réseau eau potable dans ce quartier de 36 000 âmes. Et le doyen Malan vous disait même que sur Dar Rahman Ouest, on est à 13 000 âmes. Il y a des communes au Sénégal qui n'ont pas plus de 15 000 âmes. C'est vous dire l'importance de ce qu'on est en train de faire dans ce quartier.